Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Kodjo Rouge, intervention de Franck Luté, Crimée, intervention de Claude Gouasguen, et pour finir, Donbass par Erwan Castel et Alain Benaja. Commençons tout de suite avec le Kodjo Rouge. Après la manifestation du 25 juillet 2015, Kodjo Rouge, à la place de l'Opéra, les patriotes ivoiriens et panafricains se retrouveront le samedi 1er août 2015 à Château-Rouge de 14h à 21h pour exiger la libération du président Laurent Gbagbo, des prisonniers politiques, civils et militaires. Pour l'heure, intervention de Franck Luté. Parce que s'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de lutte. Parce que vous verrez que la plupart de leurs maris sont quelque part à la maison ou bien au travail, mais elles sont tout le temps mobilisées dans les rues pour la cause commune. Chers frères et sœurs, il est important pour nous qu'on parle de ce dont parlait tout à l'heure le camarade Oulibla à propos des élections en Côte d'Ivoire. Il est bien de dire à chacun de nous qu'en Côte d'Ivoire, nous ne disons pas qu'il n'y a pas d'élection parce que nous le voulons. Nous disons qu'il ne peut pas avoir d'élection parce que les conditions ne sont pas réunies pour aller à des élections. Ce n'est pas que nous nous opposons à des élections, parce que les élections sont un processus normal de la République. Mais nous disons, pour aller à des élections, il y a des conditions à pouvoir respecter. Et nous disons, la première des conditions pour nous, c'est la libération du président Gbagbo Laurent. La libération des détenus politiques, la libération des camarades et frères Charles Blé Goudé, le retour sécurisé de tous nos amis qui sont en exil, et ensuite, la restitution des domiciles et le dégel de nos avoirs. Et la fin de tous les mandats d'arrêt qui sont lancés contre nos amis qui sont partout en exil. Ce sont des conditions qui ne sont pas négociables. Parce qu'il est bien de rappeler aux gens qu'en 2010, on nous a dit que la Côte d'Ivoire partait à des élections pour sortir de la guerre. Et que cette élection devait nous amener la paix. Nous avons fini l'élection de 2010, nous avons eu plus de 50 000 morts. On n'a même pas fini de régler le contentieux de 2010. Et voici qu'on nous propose une autre élection en 2015. Mais une élection pour quoi faire? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que nous allons à une élection pour faire plaisir à un calendrier électoral, ou bien nous allons à une élection pour faire plaisir à la communauté internationale, ou bien nous partons à une élection pour offrir une voie nouvelle à la Côte d'Ivoire? Et notre objectif, c'est d'offrir une voie nouvelle à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous disons que les conditions ne sont pas réunies pour que nous allions aux élections. Nous ne nous opposons pas aux élections, il faut que cela soit clair dans la tête de tout un chacun, mais nous disons qu'il y a des conditions pour aller aux élections. Et ne pas respecter ces conditions et partir à des élections, c'est offrir à la Côte d'Ivoire le schéma de 2010. Il est bien de dire aux gens, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, toute la racaille dramanienne est en armes. Draman Ouattara a distribué des armes à tous ses supporters. Il a même dit, lors de son meeting dans le Nord, qu'il faut que chacun garde son fusil à la maison, plutôt que d'appeler au désarmement. Et Draman Ouattara a dit que depuis le 30 juin, le désarmement est fini en Côte d'Ivoire, qu'on a désarmé tout le monde. Allez-y voir la Côte d'Ivoire et vous verrez que la Côte d'Ivoire est à la case départ. Rien n'a été fait, parce que Draman Ouattara n'existe que par la violence. Et dire aux Ivoiriens, allons à une élection, et que cette élection, après ça, on pourra offrir la libération des Gbagbo, on pourra faire ceci et cela, c'est un leurre. C'est un leurre, parce qu'on n'a pas besoin d'une élection pour avoir la libération de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est un otage, et nous devons libérer l'otage Gbagbo Laurent. Simone Gbagbo est une otage, nous devons la libérer. Tous nos amis sont des otages, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit sur la toile, quand vous faites votre truc là, pensez à vos prisonniers que nous détenons sous les mains. Je lui ai dit donc, c'est une façon de me dire que vous détenez des gens qui sont comme des boucliers pour vous. Mais c'est bien aussi de le dire à tout le monde que Draman Ouattara détient nos amis depuis 4 ans parce qu'il a peur de son propre miroir. Il a fait beaucoup de bêtises en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui ont amené la violence politique en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui ont amené les armes en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils sont à un pouvoir où ils pensent que tout le monde veut les attaquer. Vous pourrez constater que la Côte d'Ivoire est calme. Il n'y a pas de coups de fusil. Mais c'est normal. Parce que quand ceux qui sont aujourd'hui au soi-disant pouvoir étaient à l'opposition, on n'entendait que des coups de fusil. Et quand nous sommes aujourd'hui opposants, la Côte d'Ivoire est calme. C'est la
pouvoir. Mais on ne peut pas accepter que la violence domine sur la raison. Nous pouvons accepter la violence un moment, parce qu'il y a des situations qui peuvent permettre que des gens dérapent. Mais on ne peut pas demeurer dans la violence. Et Dramane Ouattara a choisi le schéma de la violence. Et nous disons qu'il n'est pas possible pour nous d'offrir aux Ivoiriens un schéma de 2010. Tout homme politique ivoirien responsable ne doit pas accepter d'amener le peuple à l'abattoir en lui disant de partir à une élection. Nous devons appeler au désarmement. Nous devons appeler à la libération de nos amis. Nous devons appeler au retour sécurisé de tous nos frères et sœurs qui sont en exil. Et la priorité des priorités, la première des normes, c'est la libération du président Gbagbo Laurent et du camarade Charles Blé Goudé. Et ça, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Il faut que les choses soient claires. Moi, je le dis, je le répète, la Côte d'Ivoire, à partir du 30 septembre, Dramane Ouattara n'est plus chef de l'autorité ivoirienne, parce qu'il n'a jamais été président de la République. Il est le chef de l'autorité ivoirienne à partir du 30 septembre. Son semblant de mandat enrobé de forfaiture prendra fin. Et nous devons appeler à une transition politique pour la Côte d'Ivoire, qui offrira à la Côte d'Ivoire une voie nouvelle. Je vous remercie. Tout de suite, Crimée, avec l'intervention de Claude Goasguen. En réalité, nous avions affaire à un coup d'État en Ukraine. Et le coup d'État n'était pas du côté de la Crimée, il était du côté de Maïden. Et que le gouvernement français explique aux Français tout ce que les Français ont perdu avec les sanctions. И я хотела бы также, чтобы французское правительство объяснило французским гражданам, как много они потеряли от санкций. Que le Premier ministre aille l'expliquer aux agriculteurs français, qui sont actuellement dans la pire des difficultés à cause des sanctions. Qu'il aille l'expliquer aux ceux qui ont construit le Mistral, qui se trouvent en train de pourrir dans les eaux territoriales françaises, en nous faisant perdre des milliards. Et quand les Américains nous donnent des conseils sur les procédures, que les Américains se regardent eux-mêmes. Il n'y a pas de Guantanamo en Crimée. Et je n'ai pas le sentiment qu'il y aura un jour un Guantanamo quelque part en Europe. Et pour finir, Donbass par Erwan Castel et Alain Benajam. Extrait. Quelle est l'image de la France pour les gens du Donbass? Alors pour les gens du Donbass, c'est assez extraordinaire parce que les gens du Donbass, y compris les gens d'extraction modeste, c'est-à-dire pas forcément des intellectuels, entre guillemets, des grosses études, etc. D'abord, ils ont une bonne connaissance de l'histoire de France. Pour eux, la France, ça représente toujours ce pays de la Révolution. Il faut savoir que même du temps de l'Union soviétique, la Révolution française était quand même quelque chose d'important sur le plan symbolique historique. Et donc les gens ont vis-à-vis des Français une haute estime. Je ne sais pas si aujourd'hui les Français la méritent, parce qu'on s'aperçoit que la majorité des Français suivent d'une manière complètement stupide les images représentant la Russie comme l'ennemi juré. Or, en fait, on s'aperçoit que les Russes, ici, ils sont très francophiles. Ils sont très francophiles. Et que vis-à-vis du gouvernement français, vis-à-vis de la politique atlantiste du gouvernement français, eh bien, ils éprouvent plus de la pitié que de la haine. Ouais. Alors que moi, par exemple, je suis vraiment très en colère de voir l'alignement atlantiste des précédents gouvernements, aussi bien de gauche que de droite. Ici, quand les gens me parlent de François Hollande ou de Sarkozy, en fait, ils me parlent plus de Gaulle que de Hollande et Sarkozy. De Gaulle, ils admirent De Gaulle. Ils admirent De Gaulle parce que c'était un allié pendant la guerre, et c'était quelqu'un qui avait quitté l'OTAN, qui avait acquis une indépendance au niveau de la France. Donc, n'est-ce pas non plus je dirais toute la complexité du personnage historique. Mais en tout cas, ils ont un profond respect pour une certaine grandeur de la France de l'époque gaulliste. Ils avaient ce respect. Moi, j'ai été en URSS quand j'étais jeune communiste. J'étais anti-gaulliste, comme le PCF pouvait l'être, malheureusement. Et t'es une tête de l'art, quoi. Ouais, je suis désolé, j'étais coco. Je ne referai plus, c'est juré. Et donc, quand j'étais là-bas en URSS, on était stupéfaits parce que les soviétiques, les jeunes, nous disaient « Ah, vous avez de la chance d'avoir De Gaulle au pouvoir, il est anti-américain. » Donc là, les soviétiques étaient gaullistes à fond, quoi. Et nous, on ne comprenait pas bien. Maintenant, je sais que c'est eux qui avaient raison, et pas nous.
et nous, on était des cons à faire les oeuvres en mai 68. Bon, ça, mais je crois que, pour prolonger ce que dit Alain, je pense qu'il faut faire la différence, et là je cite de mémoire un petit article qui avait été écrit par Alain de Benoît, où je crois que le titre était « Je ne suis pas gaulliste, mais je suis gaullien ». C'est-à-dire qu'il faisait la différence entre guillemets, le programme politique du personnage et quelque part l'image qu'il a construite de la fonction présidentielle ou d'une certaine France vis-à-vis d'une politique internationale. Donc peut-être que cette subtilité sémantique reflète ce que les Russes ressentent vis-à-vis de De Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle, pour eux, incarne cette grandeur de la France sans pour autant connaître précisément les décisions politiciennes qu'il a prises à droite et à gauche, au niveau intérieur ou extérieur. Oui, voilà, une vision globale, en tout cas, la politique de Gaulle est appréciée. Alors, on me demande... Oui, vas-y. Il y a un personnage aussi qui revient souvent en Russie. Ça peut surprendre, y compris sur un plan admiratif quasiment, hein, de la part de gens qui se réclament du communisme. C'est le personnage Le Pen, Marine Le Pen. Marine Le Pen revient systématiquement sur toutes les lèvres comme étant le personnage politique qui aime la Russie, qui soutient la Russie, etc. Et donc qui en tout cas, on va pas parler d'admiration, mais en tout cas suscite un respect de la part des Russes, y compris, comme je le dis, des Russes qui se réclament du communisme. Donc ça peut effectivement surprendre, ça peut également même désorienter peut-être le manichéisme dans lequel nous habitons ici en France, avec des étiquettes bien colorées, sans nuances, que l'on pose sur les uns et les autres. Et ça rejoint ce que je disais peut-être sur De Gaulle, c'est-à-dire que voilà, il y a le programme politique et entre guillemets l'image représentée, le symbole représenté ou incarné par la personne. Oui, d'ailleurs, on avait fait une conférence de presse il y a presque un an avec Pavel Goubarev, hein, donc une interview via Skype, et donc on avait un certain nombre de journalistes, il y en avait une cinquantaine de journalistes dans la salle, et à la fin de la conférence de presse, Pavel Goubarev a appelé les gens à voter Marine Le Pen. D'accord. Ah, oui, carrément. Donc, voilà, Ce qui a stupéfait l'Assemblée, et nous a un peu gênés, faut dire ce qu'il y a, quoi. Oui, non, mais je pense que c'est intéressant parce que ça, il faut sortir du manichéisme dans lequel on est en Occident. On est vraiment toujours sur des choses très tranchées. Moi, je pense qu'il y a des éléments de relation entre les peuples qui doivent être au-dessus des appartenances politiques. Hein, on le voit notamment avec l'Iran, les relations que certains pays entretiennent avec l'Iran, qui sont des relations amicales, alors que politiquement, on n'est pas du tout sur les mêmes programmes, on n'est pas du tout sur les mêmes systèmes sociétaux et les mêmes types de gouvernement, mais il y a des relations amicales qui sont faites parce que justement, il y a une reconnaissance, il y a un respect mutuel. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le multiculturalisme, c'est ça également le multiculturalisme, je pense que c'est la tolérance. C'est la tolérance de dire, voilà, dans ce monde qui est la planète, il y a des peuples qui vivent différemment de nous, qui sont peut-être pas sous des régimes démocratiques, qui sont peut-être pas sous des religions monothéistes ou chrétiennes, mais qui ont le droit, au même titre que nous, de vivre et d'avoir la grandeur et le respect et la réciprocité que nous prétendons posséder. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.